Salut les amis, bienvenue dans notre nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de Terraform dans Azure. Déjà dans le tutoriel précédent, nous avons travaillé avec Bicep. Donc, c'est notre 14e tutoriel de notre formation 30 jours Azure. Donc, déjà, nous avons travaillé avec l'ARM. Nous avons travaillé avec l'ARM template. Nous avons déjà fait un tutoriel dessus. Ici, on travaille principalement avec du JSON. Nous avons aussi travaillé avec Bicep. Nous avons travaillé avec Azure Bicep. Maintenant, avec Azure Bicep, nous avons vu que c'était très intéressant avec. Le code était mieux structuré que celui qu'on faisait avec le template. Et on a aussi vu que on avait une traçabilité de ce que nous avons créé avec Bicep. Mais cette traçabilité, c'est au niveau de Azure. D'accord? C'est au niveau de Azure. Donc, si tu veux savoir ce que tu as créé avec ton code Bicep, c'est au niveau de Azure que tu dois savoir ça. Donc, c'est Azure qui connaît. Maintenant, le problème avec ces deux outils, c'est qu'ils sont propres. Ils sont propres à Azure. Ils sont propres à Azure. Maintenant, si tu es sur du multi-cloud, d'accord, ou bien si tu suis un peu l'actualité du DevOps, tu vas voir que l'un des outils les plus utilisés en termes de IAC, c'est Terraform. C'est Terraform. Terraform est l'outil le plus utilisé aujourd'hui en termes de IAC. En termes de IAC, c'est Terraform. Pourquoi déjà? Parce que premièrement, il a une très bonne syntaxe. Très bonne syntaxe. Très bonne syntaxe. Deuxièmement, il est multi-cloud. Multi-cloud. Cela voudrait dire que tu peux l'utiliser pour AWS, Azure, GCP, GCP et autres providers cloud. Nous sommes d'accord? Déjà, très bonne syntaxe, d'accord? Très structuré aussi. Ok, très structuré. La structure, très structurée. Et une très grande communauté. Une très grande communauté. Donc, ça veut dire que quand tu as un problème avec Terraform, c'est qu'il est sur quelqu'un d'autre l'a déjà rencontré. Donc, Terraform, quand tu vas apprendre Terraform, la connaissance que tu vas acquérir avec Terraform, tu peux l'utiliser sur AWS, sur Azure, sur GCP ou bien sur un autre provider cloud. Peut-être, je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux-ci, d'accord, qui sont propres à Azure, comme par exemple CloudFormation. CloudFormation est propre à AWS. D'accord? Les deux-ci sont propres à Azure. Et on a vu la différence entre le RM template et le Bicep. Maintenant, une autre chose qu'il faut savoir avec Terraform, c'est qu'il a ce qu'on appelle le state. Le state. Le state, c'est comme je vous disais avec Bicep, le state, c'est lui qui te permet de savoir que, ok, tu as modifié tel truc, tu as créé tel truc, tu as supprimé tel truc, voilà ton infrastructure à telle ressource, telle autre ressource, telle autre ressource. Donc, ce que tu es en train de vouloir faire là, ça va faire la modification sur telle autre ressource. Donc, ceci te permet d'avoir une traçabilité. Ça te permet de garder ce qu'on va appeler techniquement, ça te permet de garder ce qu'on va appeler techniquement l'état de ton infra, infra. D'accord? C'est lui qui permet de te dire, de garder l'état de ton projet. Cela, de ton infra. Cela voulait dire le fichier state, d'accord? Le dossier state, c'est un dossier à protéger. Tu peux avoir ton state en local ou bien tu peux l'avoir en remote. En local veut dire simplement que, ok, le state, si tu es en local, je vous ai dit tantôt que c'est un fichier il faut protéger. D'accord? Qu'il faut protéger. Pourquoi? Parce que si quelqu'un compromet ton state, alors il compromet ton infrastructure. C'est pour ça que si tu es en train d'apprendre juste, tu peux utiliser en local. D'accord? Si c'est juste pour apprendre. Ou bien c'est pour faire des tests. Mais quand c'est un projet sérieux, il faut mettre en remote et le protéger.
Pourquoi en remote? Disons que tu as ton state en local, donc tu as ce fichier en local, ton state en local, et que tu travailles avec plusieurs développeurs infra sur ce projet, alors pour qu'ils puissent mettre à jour l'infrastructure, ils ont besoin de ton state, mais c'est en local chez toi. Tu vois que le travail collaboratif ne sera pas vraiment bien. Tu peux faire, par exemple, tu dis, bon, je vais copier ça et les envoyer. Le truc, c'est que le développeur A, le dev A et le dev infra B, disons qu'ils ont tous le même local, vous êtes partagés. Lui peut vouloir modifier un truc sur une VM. Et toi, tu es en train de vouloir modifier la même chose sur la même VM. Qu'est-ce qui va se passer? OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conflits. Par contre, quand c'est en remote, remote veut dire que c'est dans le cloud, c'est stocké quelque part, mais hors de vos machines. Tu configures cela de telle façon que si le dev A est en train d'utiliser le state en remote, directement, ça va bloquer le dev B. D'accord? Et lui dit que voilà, c'est présentement le state est utilisé par une autre personne. Voilà. Donc, on va entrer un peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Je nettoie. Non. Maintenant, quand tu travailles avec Terraform, quand tu travailles avec Terraform, pour savoir que c'est un fichier Terraform, tu vas généralement voir .tf. Pour savoir que c'est un fichier state, tu vas voir tf state comme ça. Pour savoir que c'est un fichier de variable, tu vas voir tf var comme ceci. D'accord? Ça, c'est le state. Ça, c'est le state. Ça, c'est un fichier Terraform. Ça, c'est un fichier Terraform de variable. Ça va pour vous tous? Maintenant, quand tu travailles avec Terraform, il y a ce qu'on appelle les environnements. INV. Maintenant, tu peux avoir INV de dev pour le développement, INV de staging ou de certif, d'accord? Et ceci, c'est ou bien de pré-prod. Ça dépend. Il peut avoir plusieurs INV. Tu peux avoir un INV pour la prod maintenant. Maintenant, chaque INV a ce qu'on va appeler, chaque environnement a un fichier pour les variables, d'accord? Un fichier pour les sorties, qu'on va appeler les outputs, un fichier pour les sorties. Par exemple, quand tu crées par exemple une VM, peut-être à la sortie, tu veux avoir l'adresse IP de cette VM. Alors, tu vas utiliser le output. Tu peux avoir quoi d'autre? Voilà, j'ai dit les variables, le output. Tu peux avoir les modules. D'accord? Tu peux avoir les modules. Maintenant, ces modules-ci, comme tu as plusieurs environnements, ces modules-ci peuvent être utilisés par tous les environnements. Ce qui fait que tu ne dois jamais mettre le module dans un environnement. Le module ne doit jamais être dans un environnement précis, mais il doit être hors des environnements. Donc, comme vous voyez, voici les environnements. Donc, je vais mettre le module au-dessus. Ou bien les modules seront stockés dans un ACR. Azure Container Register, par exemple. D'accord? Ça va être stocké quelque part et on les appelle juste. Maintenant, il y a le fichier main. Main.terraform aussi. D'accord? Tu peux avoir le fichier data si tu veux aussi. Le fichier data, c'est un fichier qui te permet de lire des données en fait. Disons que tu as eu à créer une machine virtuelle et tu veux lire cette donnée-là pour utiliser par exemple quelque part, tu peux utiliser un fichier data, mais ce n'est pas obligatoire parce que le data peut être aussi utilisé dans le main directement. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la structure d'un projet. Donc, il y a les modules et les environnements. Chaque environnement a les variables, le output, le fichier main et un fichier de data aussi. D'accord? Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà la composition des environnements. Maintenant, les commandes de Terraform. Dans Terraform, quand tu as configuré ton environnement, comme on vient de voir, en Terraform, quand tu as configuré ton environnement, il faut savoir que dans l'environnement, il y a ce qu'on appelle la version.
D'accord? Il y a ce qu'on appelle le back-end. Il y a ce qu'on appelle le provider. C'est quoi la version? La version, c'est la version du Terraform que tu utilises. C'est la version du Terraform que tu utilises. C'est la version voilà, du Terraform. Parce que Terraform a plusieurs versions. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, le back-end, c'est quoi? C'est où tu stockes ton state. Je peux stocker mon state voilà, où je veux. D'accord? Ça dépend de toi. Tu stockes ton state où tu veux. D'accord? Ça peut être en local. Tu peux choisir d'avoir ton state en local ou bien choisir d'avoir ton state en remote. Maintenant, le provider, c'est le cloud que tu utilises, le provider cloud. Ça peut être AWS, ça peut être Azure, ça peut être GCP, ça peut être tout au même moment ou deux au même moment. D'accord? Maintenant, quand tu as bien configuré et que tu as ces trois fichiers ici, d'accord, ta version, le back-end, ce n'est pas obligé d'avoir ça dans les fichiers. Tu peux aussi mettre ça dans le main. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça quand je vous montrais la structure de l'environnement. Tu peux aussi mettre dans le main, mais c'est conseillé de mettre dans des fichiers. D'accord? Maintenant, il y a la commande Terraform init. Terraform init permet d'initialiser le state. D'accord? Tu peux faire init reconfigure aussi. Reconfigure. Si tu veux réinitialiser ton state en fait. Ça veut dire peut-être qu'il y a eu un problème et tu vas faire Terraform init reconfigure tout simplement. Maintenant, tu as Terraform format. Lui va formater tes fichiers pour que le code soit bien écrit. Donc, comme tu vois là, on va faire ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Tu as Terraform validate. Il va valider tes syntaxes, tout ça, si tout est OK. Donc, Terraform validate. Tu as Terraform test. Lui, il va lancer tes tests unitaires. Depuis la version 1.6 de Terraform, on écrit maintenant les tests unitaires. J'ai oublié de vous dire ça dans la structure du fichier. Il y a un fichier qu'on va faire Terraform test, dont le rôle à l'intérieur, ce sont les tests unitaires du code qu'on a écrit. Donc, Terraform test, c'est pour exécuter tes tests unitaires. Ensuite, on a Terraform plan. Terraform plan te permet en fait de voir les modifications. C'est un peu comme le plan du projet, les modifications qui vont avoir lieu, dans ton infra. Donc, le plan te montre que est-ce que tu es d'accord avec ça. Maintenant, tu as Terraform apply. Terraform apply, lui, il va donc exécuter ce que tu as créé là pour pouvoir faire des modifs, donc, ou bien faire des créations, ou bien faire des suppressions sur ton infrastructure. Donc, en fonction de la modification que tu as vue dans le plan. Et enfin, tu as Terraform destroy. Terraform destroy, c'est la commande qui te permet de détruire ton infra. Maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre sur Terraform. On va aller maintenant de façon pratique et essayer de comprendre ça plus en profondeur. Là, je vous résume juste un peu. Je vous ai fait juste un résumé. Je vais aller sur GitHub. Regardez ici, on descend. Vous allez voir que là, voilà, là, c'est le coup ici, là. Comme je vous ai dit, il faut forker ce coup et donner une étoile au repo. Et aussi, vous allez voir qu'il y a la formation DevOps ici. Je touche pas mal de choses ici. Comme vous voyez, j'ai introduit, nous sommes en train de parler de Terraform avec Azure. Il y a déjà un très bon coup ici sur Terraform. Donc, vous entrez par exemple ici. Donc, vous forquez déjà et vous donnez une étoile. Vous entrez ici. Vous allez voir, vous descendez, vous allez voir Terraform. Regardez, Terraform. Maintenant, sur Terraform, vous allez voir, il y a un coup, le remote state, le local state par exemple. Regardez, vous allez voir que j'ai fait un coup sur le local state. D'accord, voilà, si vous ouvrez, on pourra prendre cet exemple aussi, mais vous allez voir que ça sera plus simple si vous aviez ça chez vous. D'accord, ça sera plus simple si vous aviez ça chez vous.
Maintenant, vous allez voir, ça c'est le local state, ça veut dire le state est en local. Vous allez aussi voir un coup ici sur le remote state, ça veut dire le state est en remote. Par exemple, vous allez voir un coup ici sur le remote state. Par exemple, avec, c'est très intéressant. OK, bon, bref, on va faire ça. Vous allez comprendre pas mal de choses. Ça, c'est par exemple avec AWS. On utilisait AWS, mais cette fois-ci, on va travailler avec Azure. Donc, pour vous dire juste que c'est un coup intéressant, prenez ce repo. Vous allez voir ici, Infrastructure as Code, c'est un PDF où j'explique un peu pas mal de choses sur le Infrastructure as Code. D'accord? Aussi, il y a un autre cours sur OpenTOFO, qui est un concurrent, tout sur Terraform. Il y a un autre cours là. D'accord, tout sur Terraform. Donc, juste pour vous dire les différentes commandes, les explications, tout ça, tout ça. J'ai aussi fait préparer un bon cours dessus, mais c'est bien si vous aviez aussi ça. D'accord, si vous aviez aussi ça. Ok, les amis, on va sortir ici. Donc, foquez. Quand vous êtes ici, vous foquez. D'accord, vous donnez une étoile, vous foquez. Et s'il y a quelque chose que j'ai mal fait et s'il y a des erreurs, vous pouvez contribuer comme ces deux-ci, Christian et Cissé, qui ont contribué dessus. D'accord, vous pouvez contribuer, vous faites un pull request et je vais merger. Ok, on va revenir sur Azure DevOps Bootcamp. Vous cliquez là. Je tiens à rappeler aussi que on a un cours, j'ai un cours ici, vous devez regarder ça. Un cours, je vais mettre le lien en description. Un cours sur le système design. D'accord? Un cours sur le système design. Regardez, introduction, l'architecture, les API adresses, tout ce que vous deviez connaître sur les systèmes design, le théorème de câble, le théorème de Pastelec, les réplications, le shading, les load balancers, les files d'attente, les webhooks, tout ça. Tout ce que vous deviez connaître sur le système design. Ici, on fait un système design d'une application comme Facebook. Et ici aussi, on fait un système design d'une application à 1000 utilisateurs, d'une application à 10 000, à 100 000, à 500 000, à 1 million. Donc, c'est le système design. Donc, je vous conseille ce cours pour vous qui voulez entrer dans le monde du DevOps. Je vous conseille ce cours. Le lien sera en description. Donc, prenez ce cours et vous n'allez pas regretter. Utilisez le code promo Donald. Donc, entrez Donald avec D à la fin, d'accord, pour avoir une réduction pour vous qui êtes sur YouTube. D'accord? Deuxième chose, j'ai cette plateforme ici. Si vous avez des questions, je vois que vous ne l'utilisez pas. Sûrement, je ne communique pas assez dessus. Mais si vous avez des questions, venez ici là, sur forum. Regardez, vous voyez 30 jours Azure, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, vous posez vos questions ici. Tout simplement. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous venez sur rendez-vous. Vous pouvez changer de langue aussi, français. Vous venez sur rendez-vous ici, vous cliquez et vous prenez un rendez-vous avec moi. D'accord? Je touche, vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà les heures où je suis libre. Par exemple, si tu cliques entre 18h et 23h, par exemple, le mercredi, je suis libre. Tu peux cliquer là. Tu vas te connecter. Bien sûr, tu te connectes déjà. Donc là, je peux me connecter comme ça. Voilà. Donc, tu te connectes comme ça, tout simplement. Quand tu es connecté ainsi, tu as aide rapide, voilà, point bug, tu as les audits techniques de projet. Donc, si le rendez-vous que tu veux prendre, c'est pour un bug en tant que développeur, j'ai cité Django, Docker, etc. Audit technique de projet, si tu veux un coaching pour ta carrière, une orientation pour ta carrière, une consultation DevOps, Cloud, d'accord? Une consultation sur l'architecture logicielle. Peut-être tu es en train d'étudier, tu as un nouveau projet. Maintenant, du mentorat. Si tu veux créer une entreprise ou bien lancer un SaaS, d'accord? Si tu veux créer une entreprise ou bien lancer un SaaS, tu peux prendre un coaching ici aussi. D'accord? Parce que vous savez, j'ai une entreprise que j'ai lancée quand j'étais étudiant et aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Donc, si tu veux savoir comment je l'ai fait, peut-être que tu as une idée de lancer aussi pour toi une entreprise d'IT. Là, tu peux prendre un coaching pour qu'on puisse en parler. Je te montrerai ce que je connais, juste ce que je connais. D'accord? Maintenant, si tu as un SaaS que tu es en train de lancer, j'ai lancé plusieurs SaaS qui ont échoué. J'ai lancé des SaaS qui ont fonctionné, qui fonctionnent. Donc, si toi aussi tu veux lancer un SaaS et tu as besoin de mes conseils quand tu veux lancer un SaaS, tu peux aussi prendre un rendez-vous pour ça. Donc, c'était un peu tout pour la pub, les amis. D'accord? On va rentrer sur notre cours. Donc, ici,
Comme je disais, on est au jour 14. Il y a déjà le jour 15 et le jour 16 aussi. Dans le jour 14, on va entrer très rapidement le cours. On va aller sur cours. Donc, introduction à Terraform. Donc, je vous ai introduit Terraform sur Azure, les amis. C'est pas vraiment compliqué, mais ça demande de la pratique. Donc, Terraform est un outil d'IAC. Ça veut dire, tu veux créer une ressource, tu n'es pas obligé d'aller sur tout le portail Azure. Tu peux utiliser Terraform. Maintenant, Terraform a ce qu'on va appeler le state qui permet de garder l'état de ton infrastructure. Tout simplement. Comment fonctionne Terraform? Je vous ai déjà dit, il y a Terraform init. Il n'y a pas toutes les commandes ici, mais je vous ai donné tous les autres commandes. Je peux modifier. Voilà, avec vous. Parce que je génère ces cours-ci avec l'IA, d'accord? Et parfois, ce n'est pas tout. Mais c'est pour ça que je fais des explications pour vous mettre parfois tout. Donc, je vais ajouter les autres commandes ici. Donc, les amis, vous avez Terraform format, comme ça. Vous avez Terraform. OK, validate. Validate. Les amis, vous avez Terraform test aussi. D'accord? Terraform test. Là, je vais committer ça. Voilà. Good. OK. Il y a encore d'autres commandes, mais plus avancées, mais voici les plus importants. D'accord? Vous avez Terraform test, Terraform validate, Terraform init. Je vous ai expliqué, il y a le plan. Donc, je vous ai expliqué le plan, il y a le apply. Je vous ai expliqué le apply et il y a le destroy. Je vous ai expliqué le destroy. Maintenant, c'est quoi la différence entre Terraform, Bicep et RMJSON? Vous connaissez déjà le langage. Terraform est écrit en HCL, c'est développé par HashiCorp. Donc, le langage HCL, c'est développé par HashiCorp, tout simplement. Bicep, c'est principalement un langage déclaratif similaire à Terraform, mais développé par Azure. Et on a RM qui est le JSON et qui est très verbeux. D'accord? Nous avons vu. Maintenant, multi-cloud. Terraform est multi-cloud. Bicep n'est pas multi-cloud. RM n'est pas multi-cloud. Gestion d'état. On a parlé d'état du TS-State. Gestion d'état dédié. Terraform a un fichier. Terraform State. Voilà. Géré par Azure Resource Manager, ok, géré par l'ARM aussi, d'accord? Le state est géré par Azure directement. Les tests unitaires, oui, tu peux écrire les tests unitaires depuis la version 1.6, ici non, ici non. Maintenant, le rollback, oui, ici tu peux faire un rollback facilement, via le plan et le state, tu peux faire rapidement. Ici, non, doit refaire un déploiement, donc tu vas relancer le déploiement. Ici, non aussi. La modularité, oui, tu peux moduler ici, oui, tu peux moduler ici, oui, tu peux moduler ici. Mais c'est un peu plus complexe à ce niveau. Maintenant, installation de Terraform. Voilà la méthode professionnelle pour installer Terraform. Donc, c'est ça qu'on va faire. Installons Terraform. D'accord? Euh, Ici, je vais venir là. Donc, voilà, on va installer Terraform. Ça, c'est la méthode professionnelle pour installer plusieurs versions de Terraform. Donc, ce que tu vas faire, c'est de cloner dans le tfint. C'est un ENV, c'est un répertoire qui vous permet d'installer plusieurs versions de Terraform. Donc, ce que tu vas faire, c'est ça. D'accord? Tu viens ici, tu fais ça, tu clones. D'accord? Fatal, on me dit que ça existe déjà chez moi. D'accord? J'ai déjà cloné en fait. D'accord? J'ai déjà cloné. Donc, vous clonez chez vous. Chez moi, c'est déjà cloné. Après avoir cloné, ce que tu vas faire, tu vas exporter ce chemin-là vers le fichier bash rc. RC, c'est encore... Bon, ce fichier-ci, c'est un fichier qui s'exécute quand tu ouvres ton terminal. Le RC, j'oublie le nom du RC. Attendez. Meaning of RC, meaning of RC in bash RC. Run command, voilà. Donc le RC c'est run command, d'accord? Voilà, pour votre culture, quoi. C'est pour votre culture. Moi, je l'avais oublié. Donc, c'est le run command. Donc, ça nous permet simplement, c'est ce fichier-ci, comme vous voyez là, bash comme ça là, c'est un fichier. Donc, vous pouvez faire ça, hein. Vous venez ici là pour voir ce qu'il y a dedans. Non, tu fais 4. Autant pour moi, pardon, 4, comme ça, tu fais point bash. Comment je vois pas, tu fais d'abord ça, ok, tu fais
4 comme ça et je fais bash RC. Ce fichier-ci, attendez, bash. Je ne sais, attendez. ls. Le fichier bash, il n'est pas ici. Il est dans quel répertoire? Non, attendez, je vais sortir. Ouais, je suis déjà sorti. Je me rappelle plus où il se trouve. Attendez, on va trouver ça. What is here? What is directory? J'ai envie de le retrouver pour vous montrer. Ouais, c'est... Ah, ok. Je ne mettais pas le petit truc dessus. Ok. Donc, voilà. Vous faites cd comme ça. Point bash rc. Vous faites 4 pas cd. 4 comme ça. No such file. Ah non, j'ai mal écrit. Bash. Voilà. Les amis, vous allez voir. C'est un fichier en fait qui contient des commandes. D'accord? Append to the history file, don't overwrite it. Donc, vous avez des commandes ici qui s'exécutent. Donc, vous allez voir les trucs des biens, etc. Donc, si tu veux faire un truc que chaque fois que tu veux, quand tu ouvres ton terminal, il s'exécute, alors c'est ici. Vous allez voir par exemple des alias. Ok? Donc, si tu veux par exemple toi-même créer un alias, d'accord? Tu veux créer un alias, tu tiens à créer ton alias ici. D'accord? Je peux par exemple venir ici là. Vous allez voir tout à l'heure. Je peux par exemple venir ici là. Au lieu d'écrire chaque fois Terraform, je viens ici là. Je mets un alias. Je dis que chaque fois que je mets TF, ça exécute Terraform. Donc je vais venir ici là. Donc pour que mon terminal comprenne que TF veut dire Terraform. Donc c'est dans ce fichier. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous montrer en fait. Donc ça c'est le RC, c'est run command. Ça c'est le bash run command. D'accord? Voilà. Les amis, en tant que DevOps, vous devez comprendre ça. D'accord? On va continuer les gars. Ok, donc on va copier le output du env. D'accord, on va copier le output du env dans le bash ARC. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais ça. ls, non. Non, nous étions où? Non, c'est pas ici. Ok. Ok, c'est ici où nous étions. D'accord. Donc là, je vais faire... non, j'ai déjà copié ça. Les gars, j'ai copié. J'ai pas bien copié. Donc c'est ça ici. Donc on va faire un export. On va le export de ça. Pour exporter cette variable-ci dans notre terminal, on va mettre dans le bash. Donc, on fait ça. Voilà, on tape entrée. Maintenant, si on regarde notre bash, comme ça, vous allez voir, il y a ça ici 2 fois. Parce que j'avais eu à faire ça. D'accord? Vous allez voir qu'il y a ça 2 fois. Donc, je fais avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, il y a ça 2 fois. Donc, on va supprimer une autre. Donc, je peux faire vim de bash RC. Comme ça, d'accord? Je modifie avec vim. Je descends. D'accord? Je fais i pour modifier. Comme ça. Et j'enlève ceci. Donc, c'était juste pour vous montrer parce que j'ai eu à faire. Donc, là, je fais échappe. J'enregistre. Comme ça. Voilà. Si on refait 4, on a juste une seule fois. OK. Maintenant, après ça, il faut recharger pour que ton terminal puisse prendre ça en considération. Tu fais source de la chose. Oh putain, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. OK. Après ça, maintenant, tu installes la version que tu veux. Tu peux installer plusieurs versions. Je vais installer cette version-ci.
La version, donc tu fais TEF-inf, tu installes la version 1.11. D'accord? Je vais faire ça. On me dit que j'ai la version 1.11. Je peux aussi installer la version 1.10. Non, 10 not found. J'installe la version 10.0. Donc, vous voyez, j'ai installé deux versions. D'accord? J'ai installé deux versions sur ma machine. Pourquoi c'est bien d'utiliser cette méthode? Attendez, je vais faire Exchange is currently running on URL default. No. Et je fais. OK. Maintenant, à ce moment-là, maintenant, tu peux choisir la version que tu veux. Je veux dire, je veux utiliser la version. Donc, tu fais tf-inf use. Comme j'ai plusieurs versions sur ma machine maintenant, j'ai plusieurs versions sur ma machine, d'accord? Et je veux utiliser la version 11. C'est pour ça que je fais tf-inf use, comme ceci là. Là, j'utilise la version 11. C'est que si je fais Terraform comme ça, je dis version. Regardez, vous voyez que c'est la version 11 qui sort. Par contre, si je faisais ça, je disais plutôt 10.0. Je tape Entrée et je fais Terraform environnement. Vous allez voir que c'est la version 10 que j'utilise. Ça, c'est la méthode professionnelle pour installer Terraform. D'accord? C'est la méthode professionnelle pour installer Terraform. La méthode, c'est que je vous montre, beaucoup même de ceux qui travaillent même déjà en entreprise ne savent pas que ça, c'est une méthode professionnelle pour avoir plusieurs versions de Terraform sur sa machine ou bien dans un pipeline. D'accord? Voilà. Donc, je vais rentrer utiliser la dernière version, le 11. Voilà. Je switch avec tf-int. Maintenant, on l'a fait. Maintenant, ça, c'est une configuration que tu peux mettre dans ton VS Code pour que Terraform puisse faire l'autocomplétion rapidement. Mais si vous voulez, vous le faites. D'accord, j'ai juste mis ça ici pour vous montrer que ça existe. Mais il y a des plugins aussi qui permettent de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. D'accord. Maintenant, authentification. Vu qu'on veut travailler avec Terraform, avec Azure, vous devez vous connecter sur Azure. D'accord? Pour se connecter sur Azure, tu fais ça, vous connaissez déjà. Donc, tu fais Azure, AZ, login, bon, use device code, comme ça. Là, ça me donne ce lien. Je vais copier d'abord le code et je vais copier ce lien aussi, device. Je pars ici, j'ouvre ça, je mets comme ça. D'accord les amis, et non, pas ça. Je mets mon code que je viens de copier, le voici, et je fais Next. Je me connecte sur mon compte Azure, continuer. Voilà, je suis connecté. Donc si vous venez ici là, ça va lister les différents plans de souscription que vous avez. Moi j'ai un seul plan de souscription, et là je vais choisir dans le 1 pour être dessus. Je suis donc sur ça. Donc là, je suis connecté. Sur ma machine, mon VPS est connecté à mon compte Azure. On va continuer les amis. Maintenant, ça c'est la commande qui te permet. Ça c'est la commande déjà qui te permet de voir tous tes plans de souscription. Donc si tu fais show, d'accord, tu fais ça show, comme ça va te montrer ton home tenant et tout le reste, d'accord. Ça, c'est des informations très sensibles. C'est pour ça que vous voyez, je cache là. Ce sont des informations très sensibles parce que ça me donne mon environnement, mon home tenant, mon ID, is default, managed by tenant, name, enable state. J'ai le domaine, d'accord, le domaine, tenant domaine. J'ai le tenant display name, j'ai le tenant ID, j'ai le user, le type. Donc, ce sont des informations sensibles. Maintenant, si tu as plusieurs, tu fais ça et tu peux maintenant switcher. D'accord? Et voici la commande pour switcher. Donc, tu fais account set subscription, tu ancres le subscription ID. D'accord, les amis? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le service principal. Vous devez comprendre.
Si par exemple, si par exemple tu as besoin que des ressources puissent se connecter à ton compte AW, à ton compte Azure, d'accord? Quand je dis des ressources, ça veut dire des plateformes qui ne sont pas humaines. Ça veut dire comme GitHub Action, Azure DevOps. Alors, tu vas créer ce qu'on appelle, on appelle un service principal. D'accord? Tu vas appeler ce qu'on appelle un service principal. Un service principal, c'est un non-human identity. Donc, c'est fait pour des services qui ne sont pas des humains, mais qui doivent s'authentifier pour pouvoir faire des choses sur mon environnement. Ça peut être par exemple GitHub Action, Azure DevOps, Jenkins. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, tu vas créer donc un, un service principal, tout simplement. Et voilà la commande pour créer AZ, AD, d'accord, AD et SP create for RBAC, d'accord. Le nom doit être unique, le rôle, le contributeur et le scope, d'accord. La subscription, quel abonnement, tout simplement. Format JSON for pipeline, tout simplement. SDK out. Donc, ça sera utilisé tu vas utiliser ça dans ton GitHub Action, les credentials là dans ton GitHub Action ou bien autre. Maintenant, la commande, quand tu vas exécuter, ça va te retourner le client ID, le client secret, le subscription ID et le tenant ID. C'est ça maintenant que tu vas utiliser dans ton pipeline pour pouvoir t'authentifier sur ton compte Azure et pouvoir faire des choses. D'accord? J'ai mis ça ici parce que c'est important pour vous de connaître ça. Maintenant, la syntaxe de Terraform. Comme j'ai dit, je ne veux pas trop entrer en profondeur, mais la syntaxe de Terraform lui-même est très simple. Quand tu crées un fichier Terraform, il doit avoir TF. Maintenant, tu mets Terraform comme ceci, c'est un bloc JSON, comme ça. Et quand tu as mis Terraform, à l'intérieur, tu vas donner sa version. Donc, Terraform, tu l'ouvres ici et il se ferme ici. Maintenant, une autre chose, c'est le provider que tu veux utiliser. Ici, le provider que nous, on veut utiliser, c'est Azure. C'est pour ça que vous allez voir, ici, on a mis ARM. Maintenant, si tu veux connaître la liste des providers, regardez ARM, regardez Azure ARM, Azure M, et la source, c'est HashiCorp ARM, la version 4.0, qui est la version du provider Azure que j'utilise, que je mets par exemple ici. Si tu veux connaître la liste de ces providers, tu viens que Terraform supporte, tu viens ici, tu fais Terraform Provider. Terraform Provider. Tu vas voir tous les providers que Terraform, regardez, il supporte AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Alibaba, Oracle, etc., etc., et etc. D'accord? Il les supporte tous. Vous allez voir ici. Maintenant, si je veux voir comment on utilise Google Cloud Platform avec Terraform, je clique dessus. Je viens ici, Use Provider, je clique comme ça et voilà comment on appelle le provider. Regardez, voilà ça. Et quand tu appelles ici, tu dois encore mettre provider Google ici en bas. C'est ce que la documentation est en train de me dire. Même chose, si je rentre, je vais utiliser Azure. Il me dit, je regarde ici, il me dit, regardez, il me dit la dernière version, ça doit être stable, ça doit être le 4. C'est le 4.70. Comme vous pouvez voir là, ça fait 2 jours qu'on a poussé. C'est le 4.70, comme vous pouvez voir là. Maintenant, il me dit ici, provider, le provider, que je dois mettre provider ARM comme ça, pour citer des features. D'accord? Voilà la syntaxe. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Même chose si je rentre, si je veux utiliser Kubernetes, le provider Kubernetes, je fais ça. Il me dit, voilà comment tu veux utiliser Kubernetes. D'accord? Voilà ça, Kubernetes. Ok les amis, je pense que vous ayez compris. Voilà, on va continuer. Je rappelle que je ne veux pas trop entrer en profondeur pour expliquer ligne par ligne comment on utilise Terraform. Mais on va faire beaucoup d'exemples maintenant. Mais si vous voulez bien comprendre, si vous êtes vraiment débutant, je vous renvoie aux vidéos sur la formation 100 jours DevOps. D'accord les amis? Donc après avoir fait ça, regardez, tu as mis ton require provider, le voici, l'ARM, la source et la version. Maintenant ici, provider Azure ARM. Maintenant feature, voilà, feature resource group. Feature c'est quoi? Par exemple, c'est des choses que tu veux bloquer, des choses que tu veux contrôler.
D'accord, ça c'est le bloc 2. Donc principalement, tu as trois blocs. Le premier bloc, c'est le bloc Terraform de lui-même. Le deuxième bloc, c'est le bloc du provider. D'accord, le provider qui est l'ARM Azure. Ici, je veux dire par exemple que prevent deletion if contain resources. C'est ce que je suis en train de dire au feature. Je dis par exemple que resource group, je mets resource group. Je peux mettre encore d'autres éléments. Je dis que bon, si on est en train de supprimer un truc et que dans le resource group, il y a encore les éléments, ne supprime pas. En gros, c'est ce que je suis en train de dire ici. Ici, là, par exemple, le troisième bloc maintenant, ce sont les ressources. Regardez, quand tu veux définir une ressource, tu mets ressource devant, un mot-clé, et tu donnes le type de la ressource. Le voici ici, là. Le nom de ta ressource dans ton fichier Terraform. Le nom, s'il n'a rien à voir avec le nom sur Azure, hein. C'est un nom dans ton fichier Terraform. Comme vous voyez ici, j'ai mis ARG par exemple. D'accord? Maintenant, ici, maintenant, ce sont les variables de ce type-ci là qui sont obligatoires que tu dois mettre. Et comment on fait pour les savoir? Tu viens juste comme ça. Tu dis Terraform, Terraform Azure ARM, comme ça. Directement, tu vas tomber ici. Tu entres. Voilà. Quand tu es ici comme ça. Tu vas voir, je vais mettre tous ces liens en description, les amis. Ne vous inquiétez pas. Regardez juste en description, vous allez voir tous ces liens. D'accord? Ici, tu vas voir Azure Provider. Disons que je veux créer une ressource. Disons quoi? Je veux créer une ressource de type VM. Ok? Je vais dire Virtual Machine. D'accord? Regardez, ARM. Je clique dessus. Et il me dit que si je veux créer une ressource, une machine virtuelle, première des choses que j'ai besoin, c'est le resource group. D'accord? Voilà comment on crée le resource group. Maintenant, je vais descendre pour vous montrer machine virtuelle. Voilà ça. Il me dit que pour la machine virtuelle, donc, ce qu'il a mis en haut là, c'est parce que ce sont des choses qu'on a besoin pour la machine virtuelle. Donc, voilà comment on crée une machine virtuelle. Tu mets le type de la ressource. Ça là, tu ne retiens pas. C'est Terraform qui te donne. Tu donnes le nom. Comme vous avez vu ici, ils ont mis exemple. Tu donnes maintenant le nom, les ressources groupes, les locations. Donc, ça, ce sont des trucs obligatoires. L'interface, d'accord? Le interface ID, d'accord? Ça, c'est le truc réseau. Tu donnes le disque, tu donnes la source de l'image, tu donnes la ressource. Et juste en bas, là, ils ont expliqué les arguments. D'accord? Autre argument. Voilà, autre truc. Donc ici, ils ont essayé vraiment d'expliquer. Donc tu ne retiens pas tout ça. Maintenant, le nom ici là que vous voyez, qu'on donne ici à une ressource quand on crée, c'est un nom que tu peux utiliser plus bas. Je vais vous montrer un exemple ici. Regardez ici là par exemple. Ici là, je veux par exemple créer une machine virtuelle. Je sais que la machine virtuelle doit appartenir à un resource group. Nous sommes d'accord les amis? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Or, le resource group est créé plus haut. Mon resource group s'appelle quoi? C'est rm exemple.name. Regardez. Si je monte ici, regardez, resource group, c'est ça non? rm exemple.com. Vous voyez l'utilité de ça en fait. C'est un peu pour différencier parce que je peux créer plusieurs resource group. Je fais premier resource group qui est bien du type resource group mais qui s'appelle exemple 1. L'autre, c'est exemple 2. Donc, si je veux appeler l'exemple 1, ici, là, vous allez voir que je vais mettre exemple 1. J'espère que vous comprenez. Ok, les amis. On va continuer. Ok, maintenant, il y a les outputs. Comme je vous disais, quand tu crées des ressources, peut-être après, tu as besoin du output. C'est pour ça qu'il y a une commande ici que je ne vous ai pas donnée. Il y a une commande que je mets maintenant. Terraform output. Terraform output te donne le output, d'accord, que tu as configuré dans ton fichier output. Donc, c'est juste ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Terraform output. Les types de données maintenant, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a les types de données, on a les strings, comme vous voyez là, donc variable, projet name, donc voilà le nom de la variable, le type, c'est un string, les chaînes de caractères, la valeur par défaut, toujours. Je vous conseille de donner toujours les valeurs par défaut à vos variables. Maintenant ici, voilà variable, instance count par exemple, donc de type number. On a une variable de type boolean par exemple, une variable de type liste, vous voyez, liste des strings, ça pouvait être liste des numbers. Vous voyez aussi, on a une variable de type dictionnaire, vous voyez un peu, regardez, c'est un map qui prend des strings, et regardez, valeur par défaut, def, prod, vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ici, on a une variable de type objet, regardez, objet, et on cite la valeur par défaut, vous pouvez voir nom, school, capacité, c'est un peu comme pour une base de données, n'est-ce pas?
qu'on est en train de faire. Maintenant, on a les fonctions natives à Terraform. On a par exemple la fonction OPA qui permet en fait de mettre en lettres majuscules l'OA en lettres minuscules. On a la fonction join qui permet de faire la concaténation. Comme vous voyez ici là, j'ai fait un join sur ces trois mots et ça me donne ça. On a la fonction format qui permet de formater les strings, un peu comme en Python et d'autres langages de programmation. Regardez, donc là, ça SS c'est string et les deux strings ils vont se coller là et à la fin, ça va donner ça. D'accord? Il y a la fonction len qui vous permet de donner la taille de la liste, par exemple. On a la fonction element qui vous permet d'accéder à un élément avec index. Par exemple, j'ai ma liste ici et je veux l'élément d'indice 1. Le premier élément, c'est indice 0. Le deuxième élément, c'est indice 1. Voici ça, je dis 1 ici et la réponse sera B parce que B est d'indice 1. Maintenant, on a une fonction concact aussi qui permet de fusionner deux listes, par exemple, comme vous voyez. Voilà, on a les fonctions de manipulation aussi. Comme vous pouvez voir là, la fonction lookup par exemple, def size lookup, ça veut dire que j'ai un dictionnaire ici là. Maintenant, je fais un lookup parce que je cherche def dans size qui est ici là. Maintenant, je dis que s'il ne trouve pas def dans size, s'il ne trouve pas la valeur de def dans size, alors il utilise la valeur par défaut qui est medium. Et le résultat ici là sera small parce que def est bien dans size. Les amis, c'est un peu ça. Par contre, test n'est pas dans size, ce qui fait que la valeur par défaut de test size sera medium, tout simplement. Les expressions conditionnelles aussi, que vous devez savoir, voici la syntaxe. Condition, d'accord. La valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. C'est la syntaxe. Prenons un cas ici, là. Environnement, type string default ça. Et ici, je viens ici, je dis school va environnement égale à prod. Je mets un point d'interrogation. Si c'est vrai, je dis que la valeur du school, du school sera ça. Si c'est pas vrai, c'est ça. Vous comprenez simplement. OK. Ressources groupe aussi. Exemple avec les ressources groupes. Vous voyez, c'est toujours un peu ça. Maintenant, provider. Configuration du provider. Ici, tu as Terraform, tu donnes la valeur, tu donnes ton provider. Comme je vous ai montré, comment on fait pour connaître les providers qu'on veut utiliser. Maintenant, ici, tu donnes le block feature, ce que tu veux bloquer. D'accord? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux bloquer? Tu mets ici, par exemple, regardez, je dis ici que si on veut supprimer quelque chose dans un resource group et qu'il y a des éléments à l'intérieur, je refuse la suppression. Ici, je dis par exemple la key vol. Je dis ici, push soft develop on develop, nettoyage définitif. Quand true, quand vous supprimez une key vol, il est purgé. D'accord? Quand false, il reste 7 à 70 jours, soft delete. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Si j'ai push soft delete à true, par exemple, d'accord? À true, par exemple, cela voudrait dire tout simplement que quand vous supprimez une key vol, il est purgé. Donc, c'est un nettoyage définitif. Tout est supprimé. Mais quand c'est à false, d'accord, il peut rester entre 7 et 90 jours en fait. Maintenant, tu peux même définir le nombre de jours que tu veux. D'accord, mais il peut rester entre 7 et 90 jours. Je pense que la valeur par défaut, c'est 90 jours. D'accord, mais tu peux changer. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je suis en train de dire ici là. Recover soft delete key vol true. D'accord? Recover soft delete true. Réutilisation des noms. Quand true, par exemple, si votre key vault supprimé existe, Terraform le récupère. Quand false, crée un nouveau. D'accord? En gros, c'est un peu ça. Machine virtuelle. Donc, je dis ici que delete OS disk on delete, je dis true. Ce qui veut dire que si l'utilisateur supprime une machine virtuelle, je veux qu'il supprime aussi l'OS de cette machine virtuelle. OK, je veux qu'il supprime aussi l'OS de cette machine virtuelle. Maintenant, Grace Shutdown, arrêt propre. Quand true, envoie un signal d'arrêt avant suppression. Graceful Shutdown false. Par exemple, ça ne va pas envoyer, mais si c'est true, ça va envoyer. Donc, c'est cette petite condition. Si tu veux avoir dans ton Terraform, tu mets ça dans ce qu'on va appeler la feature. OK, les amis. Maintenant, comprendre les blocs de feature, les voici ici.
J'ai mis un peu, voilà, toujours en prod. Il y a des trucs qu'on met qu'en prod, il y a des trucs qu'on va mettre qu'en test, etc. Donc, vous allez lire ça. Maintenant, les variables, d'accord, les outputs, les variables, c'est ça ici. Tu as cette variable-ci. Tu peux faire une validation de variable aussi. Regardez, j'ai la variable environnement, n'est-ce pas? Je peux dire que l'utilisateur doit entrer la variable environnement, c'est de type string. Mais il ne doit entrer que si, il ne peut entrer que dev, staging et prod. Comment je fais pour vérifier ça? En utilisant le validation, je fais une condition. Vous voyez un peu, je fais une condition. Et je mets une erreur de message au cas où il n'entre pas quelque chose qui est ici là. Je lui dis l'environnement doit être dev, staging ou bien prod. Même chose ici, ça sont les rejects. Voilà, en fait, je suis en train de dire qu'il ne peut entrer que dev, ça ne peut commencer que par dev ou bien staging ou bien prod et ça ne peut finir que par dev, staging ou bien prod. Donc, ça ne peut finir que ça ne peut être que dev, staging ou prod. En gros, c'est ça. Quand c'est une variable sensible, c'est un password, tu dois mettre sensible égal à true, les amis, tout simplement. Quand c'est une structure d'objet, ok, par exemple, tu es en train de créer un réseau, voilà la variable de réseau, tu peux faire un objet plutôt, vu que ça a plusieurs objets, n'est-ce pas? Que ça a plusieurs structures. Et tu n'es pas obligé de retenir ça. Tu viens ici, là, tu fais vnet, d'accord? Tu fais vnet. Non, pas ça. Kubernetes, non, 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 non. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non, je vais écrire virtual private network. Ok. VNet. Pourquoi ça me montre pas ma ressource VNet? C'est bizarre. Network. Firewall. Non, c'est pas ce que je veux. Ok, je crois que j'ai vu ça. Je suis passé à côté. Network DOS. Il doit avoir ça quelque part là. Network Application Security Group. Ça doit être tout dans cette liste-ci. Il faut juste bien regarder. Ça sur le gateway. Ok, ça sur le gateway. Dev, par exemple, test virtual. Ça c'est le data. Resource dev virtual, par exemple. Ok. Voilà, ça c'est un exemple. Les amis, vous voyez un exemple où on crée un réseau de tests avec un subnet seulement. D'accord? Vous voyez par exemple comment on crée tout simplement. Mais je voulais vous montrer un autre exemple plus avancé. Je vais venir sur réseau. Ok. Ça sont les variables. Ça c'est un application gateway concret. Ici, si on descend plus bas, Gateway Association, plan, admin role, resource, virtual, ça c'est le peering, sûrement RM Virtual Network. Ok, j'ai enfin, je suis tombé sur lui. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc vous n'avez pas besoin de retenir ça. Je ne sais pas pourquoi ma recherche. Ah, ok, je devais mettre simplement virtual underscore network. Ça devait sortir. Ok, vous voyez, il y a le resource group, le network security group aussi. Maintenant, le virtual network, regardez, voilà les variables en question. Vous voyez, passer comme ça, c'est pas bon. Tu peux faire les variables et tu utilises. Vous voyez, c'est ça que je voulais montrer. Et là, il y a les variables qu'on a bien décrites. Vous voyez, les variables sont très bien décrites. Voilà. Donc, vous avez, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on va continuer. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez les valeurs par défaut, qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, le fichier Teva. Pour chaque environnement, maintenant, tu as un fichier que tu crées, qui va s'appeler Teva, qui a pour extension Teva, je vous l'ai dit. Donc, pour chaque environnement, tu as ça, où tu donnes ces variables. Maintenant, quand tu vas exécuter, tu vas donc préciser
le fichier des variables que tu veux utiliser. Ou aussi, tu peux simplement passer les variables les unes après les autres, hein. Donc, tu fais variable, tu fais virgule, tu cites tous les variables, d'accord? Mais la bonne pratique, c'est de mettre dans un fichier. Et tu peux avoir plusieurs fichiers de variables. Tu peux avoir le fichier common, tu peux avoir le fichier, donc common, c'est pour tous les environnements. Donc, file égale à common.tf var, var file égale à def encore. Donc, tu peux mettre plusieurs fichiers. Maintenant, tu peux mettre les variables individuelles comme ça. Voilà, tout simplement. OK. Variable par défaut, priorité minimale, oui. Local, calcul intelligent. Donc, en fait, quand tu travailles maintenant, tu peux avoir un fichier qui s'appelle local.tf. Dans ce fichier-là, tu peux mettre des éléments importants pour tout le projet. D'accord? Regarde environnement, par exemple, common tag, par exemple, tag standardisé. C'est ça que tu mets dans local. Tu dis manage by, tu donnes projet, cost center, deployment date, par exemple, dans la date de déploiement. Maintenant, moins dynamique. Donc, ceci, ce sont les tags standards. Donc, pour tout, c'est ce qu'on met dans common ici, là. D'accord? Pour tout, je mets dans common. Maintenant, non dynamique. Par exemple, des noms qui sont dynamiques. Je dis storage, par exemple. Je dis Loa join. Parce que le storage account doit avoir un nom unique dans tout Azure. Donc, je peux utiliser une fonction random string pour générer cela. D'accord? Par exemple, le nom peut être quelque chose comme ça. SchoolMap, par exemple. SchoolMap égale, je dis en fonction de l'environnement, je choisis automatiquement. Quoi d'autre? Resource group aussi. D'accord? Maintenant, le output, il y a un fichier, output.tf. Je peux récupérer, par exemple, quoi? Resource group.rm. Je peux avoir besoin du nom. Je peux avoir besoin du admin password, par exemple, mais je dis sensible à true pour que ça ne met pas dans la lock. D'accord? Il faut comprendre ça pour que ça ne le met pas dans la lock. C'est pour ça que je mets sensible à true sur le output. Ici, public IP address, je peux essayer de récupérer l'adresse IP. Et là, je dis create public address si ça existe avant que je récupère. Si ça n'existe pas, je dis not created, si ça n'a pas été créé, tout simplement. Je peux récupérer l'adresse IP du VNet, par exemple. D'accord? Je peux utiliser l'adresse IP du VNet. Maintenant, pour avoir les outputs, je fais Terraform output. Je vous ai donné la commande tout à l'heure. Si je veux avoir le output spécifique d'un champ, je précise ce champ-là. Si je veux afficher le output en JSON, je fais comme ceci, je mets le JSON. D'accord les amis, je sais que ça fait pas mal d'informations au même moment, en un seul tour, mais ne vous inquiétez pas, c'est voilà. Pourquoi le back-end distant? Je vous ai déjà expliqué ça. Pourquoi le back-end distant? Je vous ai expliqué, je ne vais plus entrer en profondeur. Maintenant, configurer un back-end distant. Donc, pour ce projet, pour ce qu'on va faire maintenant, je ne vais pas faire un back-end local. Si vous voulez savoir comment faire un back-end local, allez regarder le cours, allez exécuter vraiment le fichier ici là que je vous ai montré tout à l'heure là. Mais on va travailler rapidement avec un back-end distant parce que c'est le plus important, c'est ce qu'on fait en entreprise. D'accord? Et pour notre cas, on va faire un back-end distant sur Azure. Donc, première des choses à faire, c'est le resource group. Vous avez besoin d'un resource group. D'accord? Donc, on va créer le resource group. Donc, déjà, je vais prendre ces trois variables. Je prends ces trois variables. Je vais mettre ici. D'accord? Donc, voilà mes trois variables. Resource group, storage account et le container name. Le container name, c'est le nom des blots. Vous savez, sur Azure, vous avez les file share, vous avez les tables, vous avez les queues et vous avez les blots. Maintenant, le blot, c'est un peu comme le S3 sur AWS. Donc, ça, c'est le nom que je donne à mon container de fichiers quoi, que je veux mettre là-bas. Donc, c'est ce nom-ci que je veux donner là-bas. Ça va s'appeler tfstate. Vous comprenez, les amis? Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va créer notre resource group. Donc, point de début déjà, il faut créer un resource group manuellement déjà. D'accord, les amis? Le premier resource group déjà, on va le créer manuellement. Donc là, je vais dire Canada central. OK. Donc là, je crée. Donc, j'ai créé. Donc, la variable, si vous allez dire que ça sort d'où, la voici ici. D'accord? Je l'ai définie dans mon terminal. Donc, voilà, j'ai créé. Voilà, c'est propre. Canada central, ça s'appelle ça. Et provisioning succeeded. Après ça, maintenant,
les amis, après ça, euh, je vais créer mon storage account. Maintenant, je crée un storage account de type standard. Maintenant, encryption service bloat. OK. Donc, encryption de service bloat égale à chiffrement activé. Donc, et le standard LRS, c'est le Local Redundance, pas cher. Donc, on a déjà fait un cours sur ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est normal que vous soyez perdus. Donc, on a déjà fait un cours sur les storage accounts. Donc là, la variable, si elle est déjà définie, je viens de la créer. Celle-ci, elle est définie ici en haut. Et on veut créer maintenant dans Azure avec le truc. On a en train de créer. Donc là, c'est en train de progresser. Ça a créé. Donc, ça a créé un autre truc. Donc, voilà le lien du blog qu'on a créé. Voilà. Les endpoints sont là. Maintenant, on va descendre. On va activer Public Access. On va mettre à off le conteneur, n'est-ce pas? Donc, on va créer le conteneur là en question. Vu qu'on a le nom de notre conteneur qui va s'appeler state. Donc, on crée le conteneur. C'est comme si j'avais à coller. OK, donc on crée le conteneur. Good. Donc, c'est created at true. Maintenant, on va aller sur Azure, regarder si tout ça a été fait. Donc, je vais venir portail Azure. Portail Azure. OK, sur le portail Azure, on va aller sur Storage Account. OK, Storage Account, on va aller sur... Voilà, sur notre Storage Account, on voit qu'un Storage Account a été créé. D'accord, on voit bien que ça a été créé. On va aussi, voilà, ça c'est notre Storage Account. On va entrer à l'intérieur. Maintenant, on va aller sur Storage Browser. Storage Browser. Vu qu'on a travaillé sur les block containers, je vais cliquer sur block container. Et on voit que notre petit state est là. Si je clique dessus, voilà, il est bien là. D'accord, il est bien là. Maintenant, on a le access level ici qui est à private. C'est bon? Voilà, c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Notre resource group sera aussi là. Donc, on sait que notre resource group est là. Pourquoi? Parce que si tu cliques comme ça, première des choses que tu vas voir ici, c'est le resource group que nous avons créé. Regardez, le voici. Donc, c'est bon. Et on sait que c'est dans Canada central. D'accord? OK. C'est bon, les amis. On va continuer. Donc, on vient de créer un dossier dans le storage account où on va stocker notre state en fait. Donc, notre state sera en remote. Maintenant, ici, récupération de la clé d'accès. Donc, notre storage account a une clé qu'on peut utiliser pour accéder. D'accord? Pour récupérer la clé, voilà la commande. Je récupère ça comme ça. Donc, c'est cette clé-là que les développeurs vont maintenant utiliser. Donc, voilà ma clé, par exemple. C'est dangereux de faire ça ici, mais je vous montre parce que après, au moment où vous êtes en train de regarder ce tutoriel, j'ai déjà supprimé. J'ai déjà tout supprimé les choses sur mon compte. D'accord, les amis? Donc, ne copiez pas ma clé pour tester, ça va juste vous perdre du temps. OK. Maintenant, configurez votre state. Maintenant, voilà comment on configure le state. Et je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le backend. D'accord? Voilà comment on met le backend. Dans le backend, tu mets ton resource group, tu mets ton storage account que nous avons créé, tu mets ton container name qui est le container que nous avons créé, tu mets la clé qui est ta clé, ça peut être prod Terraform, donc pour dire que ça c'est pour la prod. D'accord? Tu mets aussi ton access key, c'est ce que je viens de vous montrer là. Voici mon access key, je viens de vous montrer. Tu mets aussi quoi? Use auth read true. Donc, ça, c'est pour le CI/CD. D'accord? Ça, c'est pour le CI/CD. Donc, méthode 1, il y a la méthode 2 avec un ZAS token plus sécurisé, par exemple. Un ZAS token.
Méthode 3, Manage Identity pour Azure par exemple. D'accord? Maintenant, attention, le backend ne peut pas utiliser de variables. Ça veut dire que tu ne peux pas faire ça. Par exemple, là, tu auras une erreur. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, tu peux utiliser le backend config plutôt. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va créer un fichier backend config pour pouvoir mettre nos variables. On va faire ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, quand on va pouvoir faire le init, on va préciser notre backend config. Les amis, on va faire ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà la structure d'un projet. Environnement, projet, environnement, def, main, def pour les variables, le backend, d'accord? Staging, même chose. Et puis, on va avoir des fichiers de variables, etc. Mais voilà la structure de base, d'accord? Ce que vous voyez ici, c'est pour les variables. Ça, c'est pour les variables. C'est les variables. Maintenant, fichier backend doit avoir des trucs comme ça. D'accord? Ok. Maintenant, les arguments. Non, je crois que je vous ai expliqué ça. Création conditionnelle. Oui, ça c'est quand tu veux créer des choses avec conditions. Je pense qu'on a déjà parlé des conditions. Donc, va, blablabla. Est-ce que ça existe? Oui, 1, 0, ce genre de trucs. On a déjà parlé de ça. Par exemple, les subnets, tu veux créer des choses, vous pouvez lire. Maintenant, il y a le for each qui permet la création en boucle de plusieurs éléments. Ça peut être par exemple pour un subnet. Disons que tu veux créer 10 subnets. Tu ne vas pas les mettre les commandes. Tu utilises une boucle for each. Donc, en gros, c'est ça. Si vous voulez lire, vous lisez. Mais en gros, c'est ça ici que de créer les unes après les autres. Tu utilises une boucle for each comme ça là. Ah, pour chaque clé, tu crées son subnet. D'accord, les amis? Je ne vais pas entrer en profondeur de tout ça. Il y a maintenant ce qu'on appelle le depend on. Le depend on, c'est quand j'ai cette ressource-ci, par exemple, qui s'appelle resource group. Je dis que ça dépend d'une autre ressource. Ça veut dire que si cette ressource n'est pas créée, celle-ci ne sera pas créée. C'est ça qu'on appelle le depend on. Vous allez souvent beaucoup faire ça. Par contre, vous allez voir par exemple ici, j'ai ce service-là. J'ai ce service que je crée et ça dépend. Ce service-là que je suis en train de créer ici dépend de lui. Donc, mauvais usage, pas besoin de depend on dans 90% des cas. Donc, il ne faut pas aussi utiliser le depend on par tort et à travers. C'est si vraiment c'est nécessaire. Mais dans le life cycle, ok, contrôle de vie. Maintenant, il faut avoir la protection sur vos données. Ça veut dire, quand tu crées un resource group, par exemple, comme ça, de production, tu peux mettre life cycle sur ton resource group, tu dis prevent default à true. D'accord? Si vous exécutez Terraform Destroy avec cette ressource, erreur cannot destroy. Vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est le life cycle. Même chose ici. Ignorer les changements, par exemple, pour cette ressource. Voilà un life cycle pour ignorer les changements. D'accord? Ignore changes. Il y a encore un life cycle ici pour zero downtime. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de supprimer une ressource, je veux d'abord qu'on crée d'abord l'autre avant de pouvoir supprimer ceci. C'est create before destroy pour éviter un downtime par exemple. Ok, modulation. Voilà la modulation complète. Quand vous travaillez par exemple sur un projet, il y a ce qu'on appelle les modules. Par exemple, j'aurai plusieurs environnements. Je vous ai parlé de ça au début. L'environnement de test, l'environnement de staging, l'environnement de prod. Et tous ces environnements vont créer des machines virtuelles. Je ne vais pas écrire le même code chaque fois. Je vais créer un module. Un module comporte le nom, les variables, le output, la version, le README, le local, calcul interne et les tests unitaires. Voilà le fichier des tests unitaires. Et quand j'ai créé mon module comme ça, je peux utiliser maintenant dans plusieurs projets. D'accord? Je peux utiliser dans plusieurs projets. Voilà un exemple de module pour une machine virtuelle. Voilà les variables de ce module. Ce sont les variables ici. Voilà le main. Et dans le main, vous allez voir qu'ils utilisent donc, il fait appel à ce module qu'ils viennent de créer. Si je regarde où, non, ça c'est suffixe. Si je descends encore, je descends. Ok, ça c'est Azure VM. Attends, j'étais dans quel fichier? Fichier module. Ah non, je suis dans le même fichier module. Je pensais que j'étais déjà dans le main où il l'utilise. Donc ça, c'est le main du fichier module qu'il est en train de configurer.
ici qu'on configure, comme vous voyez là, tout simplement. Ça, c'est le main. Et ça, c'est le cloud init, template cloud d'initialisation. D'accord? Ça, c'est le output que vous pouvez voir qu'on veut mettre. Maintenant, si on veut utiliser le module maintenant, regardez, source, simplement, c'est ça. D'accord? Qui est le module, machine virtuelle, et je passe les variables que le module me demande de passer. Je passe mes variables et c'est tout. Tout maintenant, les environnements peuvent utiliser le module en question. D'accord? Sécurité et gestion des secrets. Voilà, maintenant, Azure Key Vault, intégration complète. Récupération des secrets depuis la Key Vault. Par exemple, vous pouvez utiliser les data, comme je vous disais, pour récupérer des données que vous avez déjà. D'accord? Tout simplement. Regardez, par exemple, tu peux faire un data source pour récupérer des secrets, par exemple. Voilà les data sources, etc. Mais on va faire ça dans l'autre partie. J'ai prévu qu'on va faire ça dans une autre partie. Donc, je vais laisser ça. Pour le moment, ça va vous embrouiller. Donc, les amis, on va aller faire un exemple tout à l'heure. On va aller faire un exemple Terraform des tests. Donc, voilà comment vous pouvez écrire vos tests unitaires et voilà comment on les exécute. D'accord? Bon, on va revenir dessus dans tous les cas. On va revenir dessus. Sur les tests, on va revenir sur les tests. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec ça maintenant. Pour le moment, on va exécuter notre projet. On va faire un petit projet exécuté pour voir si le state est vraiment créé en remote. Et c'est tout pour maintenant. Donc, on va venir ici, les amis. Vous allez voir, j'ai fait un petit truc ici pour regarder, exemple, environnement. Dans environnement, j'ai mis backend. D'accord, regardez, j'ai mis le backend.conf comme ça à l'extérieur, juste comme exemple pour vous. Maintenant, j'ai aussi mis un fichier ici, backend.tf, pour vous montrer comment on crée un backend. Voilà la syntaxe d'un backend. D'accord? Voilà la syntaxe d'un backend. Il faut une clé ici, là, par exemple, pour la méthode 1. Maintenant, environnement, j'ai le def ici. D'accord? Vous voyez que def, il a ça. D'accord? Comme vous pouvez voir là, il a ça. Maintenant, le backend ne doit pas partir sur GitHub. Le Tiva aussi ne doit pas partir sur GitHub. Tiva, Tiva, ce sont les variables pour mon dev. Comme vous voyez là, dev Tiva. Maintenant, ici, j'ai le main. Le main ici, par exemple, c'est pour créer des ressources. D'accord? C'est pour créer des ressources. Comme vous voyez là, on va monter plus haut. Regardez, je déclare d'abord Terraform. Je mets la version. D'accord? Ça, c'est pour dire une version 1.11 uniquement. Ça ne part pas au-delà. Ça peut être 1.11, 1.11, 2, 3, mais pas 12. Ici, là, ça, c'est mon RM. Ça, c'est le random que j'ai aussi mis comme provider. C'est un module qui me permet de générer des caractères randomly. Vous comprenez, les amis? Maintenant, le backend ici, qui doit être configuré, mais je ne mets pas son code parce que je vais le configurer dans l'arm.conf. Dans backend.conf, excusez-moi, dans backend.conf. Ici, vous allez voir mon RM, je mets feature et là, je peux dire prevent, mais je ne veux pas mettre ça. Je peux dire prevent delete pour la key vault aussi. Je peux dire push soft on delete, je mets trop ce genre de truc, mais je ne veux pas. D'accord? On a vu que push soft on delete, ça veut dire à true, ça veut dire il va simplement attendre et c'est quoi? C'est entre 7 et 90 jours. OK? Maintenant, ça, ce sont mes variables, ma variable locale. Ici, par exemple, vous allez voir mon préfixe. Ça, c'est pour le nom du projet. Donc, j'utilise la variable projet et la variable environnement pour constituer le nom préfixe. Ici, c'est default tag, les tags que je veux donner. Par exemple, vous allez voir ici, OK, FinOps, blablabla, compliance. Par exemple, ISO 27001, FinOps, etc. Maintenant, le SKU pour cette machine qu'on veut créer, pour la DB, etc. Resource, par exemple, ici, resource group. On a en train de créer un resource group ici. OK? Il y a d'autres éléments qu'on crée ici, les VNet, tout ça. Je n'ai pas voulu créer tout ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu qu'on crée tout ça. Ça peut vous embrouiller pour un début. Donc, tout ce qu'on va créer pour maintenant, d'accord, tout ce qu'on va créer maintenant, et vous pourriez décommenter pour créer le reste, c'est la ressource groupe. On va créer la ressource groupe à partir de Terraform. D'accord? On va créer à partir de Terraform. Donc, ce qu'on va faire ici, maintenant, regardez, variable ici, j'ai défini mes variables. D'accord? Variable environnement. Et je fais une validation de mes variables. Regarde, il peut entrer seulement def, ça ou ça. Au cas concret, on va le dire, il y a environnement invalide.
variable projet, variable location, variable deploy by. Vous allez voir Donald programmeur par défaut. Maintenant, ici, j'ai mon output. Là, je n'ai pas mis de output, mais on va mettre un output. Le output qu'on va mettre ici, on va l'appeler même quoi? Je vais dire resource name. Voilà. Notre output sera resource name. D'accord? Et ça veut dire que ça va faire rm main.name. Je vais regarder si c'est vraiment ça. On va venir ici main. On va venir dans resource. OK, on voit que on a notre truc c'est rg.name par exemple. rg.name. Si on vient ici, output, oui, c'est le main.name parce que c'est la seule ressource qu'on a. Mais si j'avais plusieurs ressources, je vais seulement dire rg.name. D'accord? Tout simplement comme ceci. OK, donc rg, c'est le nom de la ressource. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est bon. Maintenant ici, tf-var ne doit pas partir aussi sur GitHub. Donc, je mets, par exemple, je dis que def, environnement, entreprise app, location, Canada central. Donc, ça, ce sont mes variables. Maintenant, pour que ça ne part pas sur GitHub, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça dans le git ignore. Regardez. Ici, j'ai mis backend, par exemple. D'accord? J'ai mis backend. Mon backend ne part pas sur GitHub. Pourquoi je dis que mon backend ne part pas sur GitHub? Parce que dans mon backend, je peux avoir des variables sensibles. D'accord? Je peux avoir des variables sensibles. Donc, il ne part pas. Même le TVAS, il ne part pas. D'accord? Il ne doit pas partir. Il ne doit pas partir parce qu'il y a le nom de vos variables dessus. Donc, il ne va pas partir. Donc, c'est un peu ça. À moins que vous définissez vous-même vos variables à partir de GitHub. Ça, c'est un exemple d'un module que j'ai mis ici que vous pouvez regarder. Ok, les amis, on va pousser ce code. Ok, je vais dire fixe. Fixing. Qu'est-ce qu'on a ajouté même? Non, c'était pas un fixe. Je vais dire adding output. D'accord. J'ai fait un modif. Je devais d'abord. Attendez. Terminal. Nouveau terminal. Git pull. J'ai fait des modifs depuis GitHub là. J'ai pas pullé. Ok. Ok. Donc là, je peux maintenant faire git push de ce que je viens de modifier. Ok. Les amis, on va aller donc sur la machine. Ici, je vais copier, non, je vais faire ls test, ls azure joue 14 exemple, ok, environnement, ok, dev, j'ai créé juste un environnement de dev, voilà. Maintenant dans dev, je vais faire ls-a, comme ça. Vous allez voir qu'il y a Terraform lock ici là. D'accord, il y a un Terraform lock. Il y a des fichiers. Je vais enlever ces fichiers ici là. Tous ces fichiers là, je vais les enlever. Pourquoi? Bon, il faut y avoir ce qu'il y a dans Terraform. Bon, parce que j'ai eu à exécuter ici. Vous allez voir qu'il y a le state à l'intérieur. Je vais faire provider. Là, vous allez voir que le state est ici. D'accord, ça c'est notre state. Comme vous pouvez voir là. C'est notre state. Ok, les amis, ça c'est le state. Donc, ce que je vais faire, je fais ls. Bon, j'ai eu à exécuter ça ici. On va enlever tout ça. Je vais dire remove rf.terraform. Non, d'abord, je vais faire cd remove rf.terraform ls-a faire remove oui
je vais aussi remove point fscd. Il y a quoi dedans? Il y a les var, ok, def var et tout le reste. D'accord, je vais enlever tout ça pour que vous puissiez voir. Remove mon rf point refuse to remove point refuse to remove. Ok, c'est pas grave, l'essentiel a été supprimé, l'autre là c'est pas grave. Donc on va revenir ici, on va d'abord exécuter, on va exécuter ça. Par exemple, vous avez vu pour le backend, comme je vous ai dit, vous venez dans def, ici, dans def ici, vous faites, vous pouvez créer votre backend ici, mais vous pouvez faire directement sans backend, d'accord, vu que vous avez le def ici, le main ici, le output ici, les variables là, vous pouvez exécuter en local en faisant en faisant Terraform, d'accord, Terraform init, comme ceci. Maintenant, vous voyez qu'on demande le container name, tout ça, tout ça. D'accord? Maintenant, tu peux annuler, comme ça. Et là, tu vas voir que là, on a notre variable. Donc, si je fais vim def.tf, là, on nous demande environment, project et location. C'est ça qu'on nous demandait. Donc, vous voyez un peu. Donc, là, je vais faire annuler. Je vais faire annuler. Maintenant, si je viens, je fais ls, je fais vim main comme ça. Vous allez voir qu'ici, si je descends encore, non, c'est plutôt en haut. Regardez, on a notre backend ici. On a notre backend ici. D'accord, comme vous pouvez voir là, on a notre backend ici qu'on dit configurer via ça. Maintenant, une chose que vous aurez remarqué, si je fais, je sauvegarde, regardez, si j'essaye d'exécuter encore le code, il faut que vous voyez ça. Regardez, on demande, regardez, on dit initialisation du backend, container name. Pourquoi? Parce que moi, j'ai précisé mon backend. Ça veut dire le backend n'est plus local. Il faut donner le container name, vu que je suis Azure. D'accord? Là, je vais faire, je suis plus en local. Je fais pas un backend. Je vais faire cancel et je vais créer, regardez ce que je vais faire. Je vais créer vim backend comme ceci, .conf. Maintenant, dans backend.conf, je vais venir copier le backend ici, qui est ici. CTRL A, je copie. Et je vais mettre ici. Maintenant, mon container name, le voici. Mon state, mon storage account, mon resource group, c'est ça. Je vais aller copier mon storage account. Vu qu'il est généré dynamiquement, le nom, je vais venir ici. Mon storage account, le voici. Je vais prendre le nom. Je vais venir ici. Edit. Et je mets ça. Ici, regardez, ça c'est mon dev state. D'accord? Terraform state. Vous voyez un peu? Maintenant, ici, ça c'est la commande que je veux exécuter pour récupérer ma clé. Vous voyez un peu? Ici, il faut que je mette le nom de mon truc. Mais vu que c'est un truc que j'ai en local, ce truc ne part pas sur GitHub. Vous voyez que je viens de créer, n'est-ce pas? Ça ne part pas sur GitHub. Donc là, je peux stocker. Voilà. Et je récupère ma clé pour faire simple, hein, pour ne pas vous compliquer la tâche. Voilà, je récupère ma clé. Voilà ma clé que je récupère. Quand j'ai récupéré ma clé, je refais vim ici. Pour faire la chose simple, je viens ici.
Bon, on va parcourir un peu comme ça. On va supprimer. Parce que je pourrais exécuter cette commande-là, conf, pour récupérer juste la clé. Mais je peux faire comme ça. Donc voilà la clé. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Je ne veux pas que vous commenciez à trop réfléchir. Donc voilà la clé. Et là, je peux faire échappe. Je fais ça. Et je nettoie. J'espère que ça a sauvegardé, hein. Voilà, ça a sauvegardé. Donc là, maintenant, je vais faire... au lieu d'écrire chaque fois Terraform comme ça, Terraform tout ça, je peux créer un alias. Donc, je peux créer c'est un LO2L, un alias. Je dis Terraform, Terraform égale à Terraform égale à TF, à TRF par exemple, Terraform, d'accord? Comme ça, juste. Voilà. Maintenant, comme j'ai créé ce alias, je fais juste maintenant TRF init. Maintenant, je dois préciser le backend. J'ai dit backend égale à backend.conf. Vous voyez un peu? Bon, ma commande n'a pas pris. Mon alias. Pourquoi mon alias n'a pas pris? Donc, pour que mon alias prenne rapidement, je vais... Bon, ça, c'est pour vous montrer comment on travaille sur Linux. Je peux faire vim comme ça, bash, rc, comme ça. Et je viens ici sur les alias. Je fais là, je mets, pardon, je viens sur les alias, je fais alias comme ça. Je dis terraform égale, je dis terraform. D'accord? Comme ceci. Vous voyez un peu? Bon, comme je vois, ils mettent une côte. Je garde la bonne syntaxe. D'accord? Je dis comme ceci. Terraform. Et je sors, j'enregistre. Et je fais source.bash. Comme ceci. Et là, je peux faire Terraform init. Normalement, ça doit fonctionner. Ça me dit toujours que mon Terraform n'est pas connu. Peut-être il y a quelque chose que je manque. Je vais regarder ça ensemble. Make an alias on Terraform. D'accord? Il peut arriver que je fais mal là. Je suis en train de mal faire quelque chose. Terraform on terminal. OK? Ouais. Create a persistent alias at this configure usually this, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait alias Terraform. C'est bien ce que j'ai fait, les amis. C'est bien ce que j'ai fait. Ça, c'est pour Windows. C'est bien ce que j'ai fait. Bon, attendez. Si j'ai fait TF. Quand je fais TRF, j'ai fait TF, ils disent la même chose. Donc, les deux commandes sont reconnues. Mais ok, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ben, je vais essayer un dernier truc pour voir. Je vais essayer un dernier truc qui est Terraform. Je vais dire Terraform comme ceci. Égal à Terraform init backend égale à backend.conf. D'accord? Et je vais dire Terraform comme ça, R. Ok, j'ai compris pourquoi.
En fait, ça s'attend à ce que ça soit une commande qu'on exécute seul, en fait. Donc, vous comprenez, les amis. Donc, je dis ici quoi? Backend. Ok, je vais refaire mon truc. J'ai compris pourquoi. Donc, je pense que c'est deux trucs ici. Et Terraform backend.conf invalid boolean value. Terraform init. Ok. Attendez, on regarde le cours. Peut-être que on va remonter. Allez, le backend là. Bon, petite recherche. CTRL F. Sur place. Ok. Ok, j'ai mal mis. Tout à fait. Backend config. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, j'ai mal mis. Parce que c'est pas une commande que j'utilise très souvent. Parce que quand on fait un projet, on fait ça une fois au début et tu peux travailler sur ce projet pendant un an et ça avait été déjà fait. Donc, c'est pas une commande que tu utilises de façon quotidienne, quoi. Donc, il faut juste comprendre. Donc, c'est backend config. Et généralement, c'est même dans un CI/CD, hein. Voilà, généralement. Donc, c'est backend config. Voilà, je tape entrée. Maintenant, si je fais TFR, TR, TRF, R comme ça, voilà, vous voyez, ça initialise mon backend parce qu'il comprend que c'est cette commande ici. Donc, l'erreur que j'ai fait d'abord, hein, tantôt, c'est que je voulais prendre la commande alias et ajouter quelque chose dessus avant d'exécuter. Ce que lui ne comprend pas. Vous voyez, il a initialisé le backend. D'accord? Il a initialisé le backend. Si on part en ligne, vous voyez qu'il a initialisé le backend, n'est-ce pas? Si on part en ligne, ici, on vient sur Browser, Storage, on passe sur Container. Allez, si on clique dessus, on doit avoir un dev. Regardez, il est là. Voilà notre state. Les amis, notre state est là. Dev. Notre state dev est là. Donc, si on revient ici. D'accord? On revient là. Ce que je vais faire, c'est, je vais dire Terraform stat, pardon, Terraform format. Voilà, ça a tout formaté le code. Je vais dire Terraform validate et dit que c'est valide. Je vais dire, ce qui fait que tu peux faire alias Terraform, alias Terraform valide comme ça. Tu dis égal, tu mets Terraform valide. D'accord? Terraform valide comme ça. Ce qui fait que quand tu veux faire le Terraform valide, tu fais TFV comme ça et ça fait le valide à ta place. Comme vous voyez là. D'accord? C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mettez ça en tête. Disons que je veux faire le plan. Je vais seulement faire parce que je vais dire alias Terraform plan. Je dis égal à Terraform plan. Mais le truc, si tu mets seulement les commandes alias comme ça là, et après tu fermes ton terminal, ils vont disparaître. Si tu veux qu'ils soient persistants, tu vas mettre dans le bash RC. D'accord? Je pense que vous aurez compris. Ok, maintenant je vais faire Terraform plan et ça va faire le plan. Voilà. Et maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Il me demande les variables pour faire le plan. Les variables maintenant, regardez, environnement. Parce que c'est ça que nous avons mis ici là. Ok, vous regardez variable. Regardez variable. C'est ça. Première variable, c'est quoi? Environnement. C'est pour ça qu'il me demande. Ok, là, je vais dire que non, utilise ça. Utilise ça. Voici déjà mes variables ici. Pour cela, je vais dire cancel et je vais dire ça. Je dis, bon, là, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Donc, je vais faire ça, plan, et je vais lui donner la variable va file égale
ADF. Bon, pour ne pas trop vous casser la tête, bon, je voulais vous montrer juste ça une fois. Donc, je vais dire Terraform, Terraform, Terraform plan, Terraform plan. Ici, je vais dire var file égale à, et notre fichier s'appelait quoi? Def quelque chose. TFVar, si je ne me trompe pas. Hein. On avait un truc comme ça. Donc là, il va faire le plan en utilisant ce dossier-ci comme variable. D'accord? Donc, on va attendre. On va attendre. Là, il est en train de dire, il est en train de me dire que Terraform use selection provider, blablabla, resource action indicate that the following symbol, plus veut dire create, plus veut dire create. Donc, si vous voyez plus, ça veut dire que voilà les choses que ça va créer. Là, ça me dit que ça va créer un resource group et voilà les tags qui seront dessus. Regardez, ça a pris Donald Programmer, ça a pris Dev, ça a pris Entreprise. Donc, mon fichier file est bien passé. Ça me dit que ça va créer un random suffix ici aussi, qui est ce qu'on a mis, bien sûr. Regardez, j'espère que vous vous rappelez. Le main, j'ai mis un random pour générer les caractères random. Regardez, c'est une ressource random, mais pas une ressource qui va s'appliquer sur votre infrastructure comme une ressource payante, non. Donc, vous voyez un peu. Donc, j'ai deux choses. Et là, je peux dire apply. Je dis ici apply. D'accord? Voilà, ça me dit do you want to perform? Donc, ça me rappelle encore ce qui va être créé. Je vais dire yes. Et là, c'est en train de faire la création. Ça fait la création sur Azure. Donc, ça va créer un resource group. Comme vous voyez là, un resource group qui va être créé. Donc, si on passe sur Azure, on commence à checker. Resource group. Voilà, voilà une resource group, entreprise app, qui est en train d'être créée. D'accord? On voit bien que c'est là. Voilà pour notre state et le voici ici. Donc, si je viens ici, je vois, et ça a terminé. D'accord? Maintenant, vu que ça a terminé, il y a aussi la commande Terraform test, mais on n'a pas écrit des tests unitaires. D'accord? Zéro test, zéro fail. Donc, on n'a pas écrit des tests unitaires. Maintenant, je vais faire Terraform. Vu que ça a terminé la création, je vais faire Terraform output. Terraform output, ça me dit no output found. Comment ça? Vim output. Ah, il n'y a rien. Ok, parce que je n'ai pas pull. Ok, les amis. Donc, on va faire git pull. Déjà, je vais faire git stash. Git stash. Pardon. Git stash. Ok, git pull. D'accord. Et là, je vais faire Terraform. Je vais faire Terraform output. Terraform output. Jusque-là, non. Bon, il va falloir que je réinitialise Terraform. State file et dans nos output define. Des state files, tout à fait. Donc, je vais dire Terraform. C'est tout à fait parce que quand j'initialisais, il n'y avait pas ça. Je vais dire reconfigure. Reconfigure. Je vais enlever ça. Je reconfigure. D'accord. Je reconfigure mon backend. Ok. Maintenant, je vais dire Terraform output. Ok. Il n'y a rien. Attendez. Je refais mon apply voir. Pour voir s'il va sortir. À moins que j'ai pas bien écrit. Donc là, il fait un refresh. State.
Il me dit change, voilà, change to output. Donc, il détecte le changement. D'accord? C'est ce qui change. Normalement, je devais faire d'abord un apply, les gars. Donc, un plan. Je vais dire yes, mais je ne suis pas passé par le plan. Donc, j'exécute une fois parce qu'il remarque qu'il y a un change output. Et là, oui, il me dit 0, 0, output. Regardez, il m'a donné le nom de la variable. D'accord? Il m'a donné le nom de la variable au output maintenant. OK? Mais il n'a pas créé, il n'a rien créé. Maintenant, si je fais Terraform output, il va me donner le nom de la variable. Vous voyez? Il me donne le nom de la variable. OK? Donc, en gros, c'est un peu ça. Les amis, j'espère que vous avez appris pas mal de choses en suivant cette formation Terraform Azure. À nous revoir dans un prochain tutoriel où nous allons entrer plus en profondeur de Terraform. Bon, les amis, j'allais oublier, n'oubliez pas de détruire vos ressources. D'accord? Détruisez les ressources. Faites Terraform, Terraform Destroy. D'accord? Terraform Destroy. Euh, Putain, pourquoi détruire, il me demande? Hmm, va, va faille. Ici, on va dire df.tf_var. D'accord. Et il faut supprimer les ressources. Parce que si vous ne supprimez pas, voilà, c'est pas bon. Si vous ne supprimez pas, vous serez beaucoup, vous pourriez être facturé. Voilà. Donc, il faut supprimer. Donc, pour cela, si on regarde ici, on vient ici, on va, on va faire refresh pour voir si ça a vraiment supprimé. Bon, ça n'a pas encore supprimé. Donc, ça supprime encore certainement. Ouais. Still deploying. Voilà, ça a supprimé. Donc, si on revient là, on s'attend à ce que ça ne soit plus là. Good, ce n'est plus là. On va maintenant supprimer celui-ci aussi. Vu que lui n'a pas été créé par Terraform, donc c'est tout à fait normal. Donc, on va venir ici, on va faire... je vais monter plus haut où nous étions au départ. Ça, c'était pour créer. Donc, là, je vais venir ici. Je vais dire delete resource group. Delete. D'accord. Resource group. Je vais dire yes. Et là, ça va supprimer avec le storage account parce que le storage account se trouve dans ce resource group. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, j'avais oublié ça. Donc, j'ai relancé le record juste pour vous montrer ça. Parce qu'il ne faut pas que vous laissez ces ressources. D'accord? Vous les supprimez. Vous les supprimez. Voilà. Parce qu'on est juste en train d'apprendre. On n'avait pas aussi souvent besoin de charger comme je charge là. Il y a un refresh ici. D'accord? Il y a un refresh ici. Bon, c'est tout à fait que ça prend le temps comme ça parce que ça va d'abord supprimer un storage account. Après avoir, après avoir supprimé ce storage account, ça va venir supprimer ça. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord, les amis? Donc, c'est un peu ça. Si je reviens là, est-ce que ça a terminé? C'est encore en process. Non, les amis, à nous revoir dans un prochain tutoriel.